Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour poursuivre avec la formation Introduction à la cybersécurité, dans laquelle nous allons parler de la veille en sécurité et de l'éthique en cybersécurité. Tout d'abord, nous allons aller répondre aux questions que nous avons posées dans la vidéo précédente. La première question était: quelle est la bonne réponse parmi les propositions suivantes? A. Le malware est un virus qui espionne. B. Le virus est un malware. C. Le malware est un virus. D. Malware et virus, c'est la même chose. Eh bien, la réponse ici était B. Le virus est un malware. Nous l'avons vu dans la formation déjà au niveau des malwares. Deuxième question: quel est le rôle du CIEM? En A, la détection des virus sur les postes de travail et la lutte contre la prolifération des malwares. En B, le stockage et l'interprétation des logs permettant une analyse des événements de sécurité. C, l'interprétation des logs permettant une analyse des événements de sécurité. Et D, la mise en œuvre d'une politique d'éjection des mots de passe. Eh bien, la réponse ici était également B. Le stockage et l'interprétation des logs permettant une analyse des événements de sécurité. Pour ceux qui ont vu la formation, pour ceux qui ont suivi attentivement cette formation, vous n'avez pas eu du mal à répondre à cette question et je tiens à féliciter tous ceux qui ont pris la peine de répondre et qui ont trouvé. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, elle se trouve généralement à la fin de nos vidéos. Donc si vous voulez répondre aux questions, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, avant de poursuivre, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je pense que tu sais déjà de quoi on parle ici. Alors, si tu n'es pas encore abonné, fais-le et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et formations. Laisse ton avis dans l'espace commentaire concernant le contenu de la vidéo. Like et partage si le contenu t'a plu pour agrandir la communauté SEC Academy. Alors, comme nous l'avons dit en introduction, nous allons commencer par la veille en cybersécurité. Tout d'abord, nous allons définir la veille sur les cybermenaces. La veille sur les cybermenaces permet tout simplement de mieux connaître les attaquants, leurs motivations, leurs techniques et méthodes de disséminer les informations cruciales aux équipes concernées afin de protéger les éléments critiques de l'organisation. Donc, dans cette partie sur la veille en sécurité, nous verrons comment mettre en place et de manière efficace un processus de veille en sécurité. Nous allons diviser cela en 3 catégories et nous allons commencer par découvrir quelques bonnes pratiques générales. Si vous regardez les veilles dans le monde de la recherche, du sport, de la finance, l'immobilier, le domaine médical ou même d'autres domaines dont je n'ai pas cité ici, vous pouvez constater que 3 grandes directives reviennent constamment. Tout d'abord, le fait de s'informer. C'est très important de s'informer lorsqu'on veut faire une bonne veille en général. Donc, vous devez suivre des flux d'informations dont la provenance, la pertinence ou la fréquence reste à définir en fonction de vos objectifs. Dans le contexte de la cybersécurité, vos interrogations devaient être les suivantes. Dois-je me former à une thématique particulière ou encore acquérir une connaissance générale? Quels sont les périmètres qui entrent dans le cadre de ma veille? Des projets auxquels je voudrais ajouter des indicateurs en termes de sécurité. Est-ce que le périmètre est sensible au point d'y investir beaucoup de moyens afin d'avoir une veille continue et massive? Ou devrait-elle être plus légère pour un futur projet à naître? Donc voilà les questions que vous devez vous poser. Ensuite, nous avons l'inscription de vos recherches dans un processus continu. Vous devrez impérativement planifier un processus régulier sur le modèle PDCA, qui signifie Plan, Do, Check, Act en anglais, et en français, ça veut dire planifier, déployer, contrôler et agir. Vous avez juste le schéma à ma gauche. Donc, vous avez vu, j'ai fait un schéma qui illustre ce plan-là, donc le PDCA. Vous l'avez juste à gauche
de l'écran. Si vous ne faites pas cet effort, votre processus de veille sera délaissé et ne pourra ni s'améliorer ni s'adapter à vos besoins. Et pour terminer, nous avons l'analyse de l'information. C'est aussi une étape très importante pendant une veille. Il ne s'agit pas d'avoir des informations pour le plaisir d'en avoir. Elles doivent apporter une valeur pour votre équipe et se traduire en action. Donc vous devez toujours vous demander ceci. Si une information n'implique pas nécessairement pour moi ou pour mon équipe une prise de décision, est-elle vraiment pertinente? Si ce n'est pas le cas, vous laissez complètement l'information. C'est inutile de le partager avec vos collaborateurs. Et notez qu'une bonne veille met en œuvre des techniques d'acquisition, de stockage et d'analyse d'informations. Le but est que ces informations soient transmises rapidement aux acteurs concernés et cela reste un véritable challenge, notamment dans de grandes entreprises. Je vais à présent vous présenter un exemple de quelques étapes clés d'une veille technologique réussie. Tout d'abord, nous avons le cadrage. Celui-ci a pour objectif de limiter le périmètre de l'étude pour mieux maîtriser. On notera les étapes suivantes. Faire un état des lieux. Il est nécessaire de faire un audit de l'existence afin de déterminer les coûts, démontrer la légitimité de votre projet et calculer le ROI. ROI ici signifie retour sur investissement. Le deuxième point ici est respecter les étapes du projet de veille. Donc ici, vous devez définir tout ce qui doit être comme les objectifs, les thématiques à aborder. Vous devez définir particulièrement le plan fixé concernant les acteurs, les sujets et dates. Et pour terminer, organisez votre veille. Qui veille? Qui analyse? Quels sont les composants de la cellule de veille? Combien de temps durera-t-elle? Est-ce permanente ou un projet? Le deuxième exemple ici est la collecte. Vous devez lister les sources possibles pour le recueil de l'information, comme les salons ou les conférences. Le troisième point est l'analyse. Il vous faudra sélectionner les informations pertinentes tout en mettant à profit les outils visuels les plus appropriés. Vous avez le partage et la diffusion. Donc vous devez cibler le contenu et intégrer les livrables en fonction du profil de vos cibles. L'information doit être utile et ne doit pas être excessive. Et pour terminer, l'animation et le pilotage. Vous devez avancer pas à pas dans votre projet afin de ne pas oublier d'étapes. Nous allons poursuivre avec la deuxième catégorie ici qui est l'identification des particularités d'une veille en cybersécurité. Vous entendez souvent parler de veille technique dans le cadre de votre activité. Maintenir une veille ne sera pas forcément facile de prime abord. Donc, vous devez noter que les acteurs se focalisent souvent sur la fourniture des services et ne comprennent pas forcément les enjeux de la sécurité informatique. Les différentes particularités d'une veille en cybersécurité afin de vous aider à affiner votre posture et à communiquer efficacement sur les informations issues de votre veille technique sont les suivantes. Tout d'abord, se positionner en tant que médiateur. Cette veille vous demande plus que des connaissances techniques. Il vous faudra un véritable savoir-être de médiateur entre l'information récoltée et votre interlocuteur. Les sujets abordés sont extrêmement sensibles. Nous parlons ici de vulnérabilité, de défauts de conception, de programmation, voire d'architecture. Le deuxième point est s'adapter aux situations et aux interlocuteurs. Vous remarquerez parfois ce que l'on peut appeler une résistance au correctif. L'entreprise étant organisée sans prendre en compte la sécurité, vous devrez vous adapter à des équipements réclamant un budget spécifique, mettant en avant des impossibilités d'arrêt des serveurs Apache ou des services mutualisés dont on ne peut pas déterminer précisément les conséquences d'une perturbation. Le troisième point ici est soyez acteur auprès de votre hiérarchie. Vous remarquerez que les entreprises ont d'énormes difficultés à partager leurs informations sur les attaques subies et tendent à garder secret les erreurs qu'elles ont commises.
Vous devez faire comprendre à votre hiérarchie les enjeux d'une étroite collaboration avec les acteurs extérieurs. Et enfin, générer de l'information depuis votre propre système. En cybersécurité, vous avez cette particularité. Vous apprendrez autant de sources extérieures que de votre propre système à l'aide d'outils spécialisés. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de déterminer vous-même de générer de l'information, à la condition que votre système ne soit pas opaque. Et la troisième et la dernière catégorie ici est le suivi méthodologique efficace de veille. Dans le contexte d'une veille en sécurité, les étapes sont à définir comme suit. Tout d'abord, définissez d'abord vos actifs via une analyse en gestion des risques pour comprendre ce que vous devez protéger. En deuxième point, vous rédigez une politique de sécurité du système d'information permettant de définir les mesures de protection à mettre en place. Troisième point, faites un inventaire de votre système d'information et de tout ce qui est lié aux actifs à protéger. Quatrième point, définissez les outils et les processus que vous allez mettre en place pour gérer les vulnérabilités. Et pour terminer, déterminez des indicateurs permettant de mesurer l'efficacité de votre veille. Nous allons poursuivre avec la deuxième partie de cette vidéo qui est l'éthique en cybersécurité. Tout d'abord, l'éthique est une réflexion sur les valeurs qui orientent et motivent nos actions. En d'autres termes, c'est une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement humain et plus précisément à la conduite des individus en société. Donc nous allons subdiviser également cette partie en deux sous-parties et nous allons commencer par l'aspect juridique lié à la cybersécurité. Afin de se protéger contre les attaques, les professionnels de la cybersécurité doivent avoir les mêmes compétences que les attaquants. Je l'ai dit déjà dans cette formation et aussi dans la formation introduction au hacking, autant pour moi. Donc pour ceux qui n'ont même pas encore commencé cette formation-là, donc je vous invite déjà à aller regarder cette formation. Toutefois, les professionnels de la cybersécurité exercent leurs compétences dans le cadre de la loi, regroupées ici en trois catégories. La première catégorie est le droit international et cybersécurité qui est un domaine en constante évolution. Les cyberattaques ont lieu dans le cyberespace, un espace électronique créé, entretenu et détenu par des entités publiques et privées. Il n'y a donc pas de frontières géographiques traditionnelles dans le cyberespace. Et pour compliquer le tout, il est beaucoup plus facile de masquer la source d'une attaque dans le cadre d'une cyberguerre que dans une guerre conventionnelle. La société mondiale débat encore actuellement aujourd'hui sur les meilleures façons de gérer le cyberespace. Le deuxième point ici est l'aspect juridique lié aux entreprises. La plupart des pays ont mis en place des lois sur la cybersécurité que les entreprises et les organisations doivent respecter. Donc, si vous consultez un peu les lois de votre pays, vous remarquerez qu'il y a déjà des lois qui sont établies pour la cybersécurité. Donc, si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, mettez juste dans les commentaires, je vais consulter les lois en cybersécurité de mon pays. Donc, vous mettez 2 points et puis vous citez votre pays. Là, on va voir ceux qui sont réellement arrivés ici. Donc, dans certains cas, si vous enfreignez alors les lois sur la cybersécurité dans l'exercice de votre travail, l'organisation peut être punie et vous pourriez perdre votre emploi. Donc, c'est très important de connaître les lois en cybersécurité de son pays. Dans d'autres cas, vous pourriez être poursuivi, condamné à une amende ou éventuellement terminé en prison. En général, si vous n'êtes pas sûr qu'une action ou un comportement soit illégal, présumez qu'il ne l'est pas et ne le faites pas. Vérifiez toujours auprès des services juridiques ou des ressources humaines de l'organisation. Donc, nous allons passer au troisième et au dernier point ici qui est l'aspect juridique personnel. Au travail ou à la maison, vous pouvez avoir la possibilité et les compétences nécessaires pour pirater l'ordinateur ou le réseau d'une autre personne. Notez que la plupart des hackers laissent des traces qui permettent de remonter jusqu'à eux. Donc, faites très attention et soyez responsable de vos choix.
Donc, pour terminer cette partie sur l'éthique en cybersécurité, nous allons parler de l'aspect éthique lié à la cybersécurité. Pour illustrer cela, nous allons partir d'un exemple. On va supposer ici que vous êtes pentester et que vous avez effectué un audit dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement. Vous découvrez pendant l'audit que l'un de vos amis est responsable d'une fuite de données. Donc, mettez pause et puis vous répondez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Si c'est fait, les questions dont vous devez vous poser sont les suivantes. Votre action est-elle conforme à la politique de votre entreprise? Serait-ce acceptable si tout le monde dans l'entreprise prenait cette mesure? Est-ce légal? Votre action sera-t-elle favorable à votre entreprise et à ses parties prenantes? Et la dernière question ici est, le résultat de votre action représenterait-il votre entreprise sous un jour positif dans un titre d'actualité? Donc, on a deux réponses possibles jusqu'ici. Alors, si vous êtes en mesure de répondre oui à toutes ces questions, il est alors probablement approprié de poursuivre votre action. Notez cependant qu'il est important de se rappeler que ce n'est pas nécessairement parce qu'une chose est légale qu'elle n'est pas éthique. Une fuite d'informations, telle qu'elle soit, peut être dévastatrice pour une entreprise à court, à moyen et à long terme. Alors, pour le deuxième volet, si votre réponse à l'une de ces questions est non, vous devez arrêter et reconsidérer votre action, ce qui pourrait avoir de graves conséquences juridiques pour vous et l'organisation. Donc, nous allons terminer avec un petit schéma, un petit diagramme de décision ici. Donc là, sur le schéma, vous remarquez que vous avez trois choix. Soit oui, vous continuez. Donc, si à chaque fois que vous vous posez la question et qu'elle répond par oui, alors vous continuez. Si l'ensemble des 5 questions répondent par oui, alors votre décision semble respecter le code éthique même. Mais si déjà vous avez des doutes, vous devez attendre. Si vous hésitez, vous attendez et puis vous pouvez consulter votre responsable ou le service juridique afin de voir si l'action est légale ou pas. Et si c'est non, vous arrêtez immédiatement. Donc vous avez 3 choix possibles. Donc vous pouvez mettre pause pour essayer de lire les questions et de mieux comprendre le schéma. Donc nous allons terminer cette vidéo ici avec l'ISSA. Je vais terminer avec l'ISSA ici, qui est une organisation qui publie des codes d'éthique pour aider à guider les actions et les comportements des employés. Donc, je vous invite à consulter ce site. C'est très intéressant. Vous allez acquérir beaucoup de connaissances aussi sur l'éthique même. Donc, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Donc, allez-y. Je vous invite massivement à aller consulter ce site. Vous verrez là-bas beaucoup d'autres informations dont je n'ai pas mentionné ici. Nous allons terminer avec les questions comme d'habitude. La première question ici est: les données doivent être celles que l'on s'attend à ce qu'elles soient et ne doivent pas être altérées de façon fortuite ou volontaire. De quel objectif de sécurité on parle ici? En A, vous avez la fiabilité. B, vous avez l'intégrité. C, vous avez l'authenticité. Et D, vous avez l'efficacité. Donc, vous allez répondre dans les commentaires comme d'habitude. Pour la deuxième question, parmi les mots de passe suivants, lequel ou lesquels vous semblent plus efficaces à casser? Plus difficile, autant pour moi, plus difficile à casser. Donc, en A, on a de 1 à 6. B, on a barbe, barbare, intègre. En C, on a anticonstitutionnellement. Bon, on va y arriver. Anticonstitutionnellement. Et D, vous avez un long mot de passe, donc vous allez choisir votre réponse. La question 3 est: afin de vous aider à protéger votre vie privée, vous devez envoyer tous vos identifiants et vos mots de passe à la SEC académique. Vous avez 2 réponses possibles. A, oui, la SEC académique est la plus honnête des entreprises. B, non. Une entreprise honnête ne vous demandera jamais vos mots de passe. Et pour terminer,
La question 4 ici, en cas de cyberattaque, quel est le risque dont les conséquences sont les plus imprévisibles? En A, vous avez le risque opérationnel. En B, vous avez le risque juridique. Et en C, vous avez le risque d'image. Donc, j'attends vos réponses dans les commentaires concernant toutes ces questions. C'est très important de répondre aussi parce que j'ai un peu... Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai un peu résumé la formation avec ces 4 questions-là. La formation jusqu'ici, avec ces 4 questions du moins. Donc, comme je l'ai dit en tout début des vidéos, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si le contenu t'a plu, like, laisse ton avis dans l'espace commentaire. C'est très important. Ça nous permet de nous améliorer également sur le contenu. N'oublie pas de partager pour soutenir et agrandir la communauté SEC académique. Je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.